Bienvenue à tous, merci de participer à ce webinaire. On vous remercie vraiment sincèrement. Avec nous aujourd'hui, on a le plaisir, vraiment le grand plaisir d'accueillir Olivier Clémence, qui accompagne les e-commerçants dans le développement de leur trafic et de leur vente depuis 2006. Et il est le fondateur du site réussirmonecommerce.fr et de la méthode P au carré, une formation SEO dédiée aux e-commerçants. Et en fait, ce blog, on l'apprécie vraiment beaucoup chez DoFinder et on voulait vraiment vous le faire partager. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va nous présenter un petit webinaire avec 3 stratégies SEO pour les e-commerçants et toutes les boutiques en ligne. Alors Olivier, on te laisse commencer à faire ta présentation et merci à toi. Ah, autre chose, pour ce webinaire, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Olivier va bien sûr les voir. S'il sent que c'est pertinent, il y répondra de suite, mais sinon, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. On aura un temps pour ça. Donc voilà, merci Olivier, je te laisse présenter. Merci Julien. Juste une chose, donc n'hésitez pas en effet à poser vos questions dès maintenant dans le chat et on les relira pour y répondre à la fin. Et n'hésitez pas non plus à mettre dans le chat ce que vous faites, votre activité. Ça permet de voir un petit peu. Éventuellement, je peux illustrer peut-être avec un exemple correspondant à votre activité, ce que je vais dire dans la présentation. Donc, Julien m'a déjà... je vais partager mon écran. Hop, tac. Tac. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran là? Julia, c'est bon de ton côté? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait, Olivier. Ok, super. Je vais très vite me présenter, mais Julia l'a fait, donc ça va aller encore plus vite. Donc, je suis Olivier Clémence. J'ai ma propre boutique en ligne sur laquelle je vends des modules PrestaShop. Et j'ai aussi le site réussirmonecommerce.fr qui actuellement a une communauté d'à peu près 15 000 e-commerçants qui se sont abonnés à la newsletter. Depuis 2006, j'accompagne les e-commerçants vraiment pour développer leur vente, leur trafic et faire en sorte que leur business tourne le mieux possible. Et comme le disait Julia, j'ai créé la méthode P carré, qui est une formation pour apprendre aux e-commerçants à référencer eux-mêmes leur site sur Google. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc 3 stratégies et 3 techniques. Donc la différence entre une stratégie et une technique, c'est qu'une technique c'est plutôt ponctuel et une stratégie c'est quelque chose que vous allez mettre en place sur la durée. On va voir comment vous allez pouvoir utiliser ces 3 stratégies et ces 3 techniques pour améliorer le référencement naturel de votre e-commerce. Et les techniques ont la particularité d'être très rapides à mettre en place. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par les stratégies. La première stratégie que je vous invite à mettre en place, c'est une non-stratégie. En fait, c'est tout simplement d'oublier la technique. Il y a 3 piliers en référencement naturel. On a l'habitude de voir ça sur Internet. Et ces 3 piliers, c'est la pertinence, c'est-à-dire souvent, on va appeler ça aussi le contenu, la popularité, ce qui va correspondre la plupart du temps au backlink. Donc, les backlinks, c'est un site autre que le vôtre qui fait un lien vers votre site. Et enfin, le 3e pilier, ça va être la technique. La pertinence, elle est clairement essentielle pour votre site. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le job de Google, c'est de répondre aux questions que les internautes lui posent. Et en fait, Google, il n'est pas capable de le faire tout seul, il ne sait pas répondre aux questions des internautes de lui-même, il a besoin de votre site pour le faire. Et plus il trouve des sites qui ont des contenus efficaces, c'est-à-dire des sites qui sont pertinents, qui comprennent les questions des internautes et qui y répondent, plus il peut faire bien son job. Et donc, la pertinence, elle est vraiment essentielle. Google, il a vraiment besoin de sites pertinents pour afficher des bons résultats. Donc, votre site a vraiment besoin d'être pertinent pour être bien référencé. La popularité, elle est aussi très importante parce que Google, à un moment donné, il va se retrouver au stade où il va avoir des sites qui sont tout aussi pertinents les uns que les autres, mais il faut bien qu'il les positionne dans ses résultats. Et ça, c'est la popularité qui va l'aider à le faire. Elle va lui permettre de départager des sites qui sont à peu près identiques en pertinence. Et pour Google, c'est une forme de preuve sociale. La preuve sociale, je ne vais pas forcément faire un cours dessus, je vais juste vous donner un exemple pour vous compreniez ce que c'est. La preuve sociale, en fait, imaginez que vous êtes dans une rue et à droite, vous avez un restaurant qui est plein à craquer, il y a vraiment plein de gens, il y a une grande ambiance, etc. Et à gauche, il y a un restaurant qui est complètement vide. Mais par contre, les cartes des restaurants, les menus que vous avez, c'est exactement les mêmes. Et il y a exactement ce que vous voulez sur chacun des menus. Il y a vraiment des plats que vous aimez.
Eh bien, naturellement, notre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, je vais plutôt aller dans le restaurant de droite parce que si le restaurant de gauche, il est vide, il y a quelque chose que je ne sais pas. Pourtant, les menus, c'est exactement les mêmes. Hein. Vous pourriez très bien manger aussi bien dans le restaurant de gauche. Sauf que vous allez avoir un doute parce que celui de gauche, il est vide, alors que celui de droite, il est plein. Il y a sûrement quelque chose que tout le monde sait et que vous ne savez pas, qui fait qu'il faut aller dans le restaurant de droite et pas dans le restaurant de gauche. Bah, c'est la même chose. Ça, c'est de la preuve sociale et c'est ce que fait Google aussi. C'est que Google, il va considérer que si un site n'est pas connu, c'est louche, et il ne peut pas trop lui faire confiance. Donc, il a besoin que votre site soit populaire pour le positionner dans ses résultats et pour aussi le départager quand il est face à des sites qui sont aussi pertinents l'un que l'autre. Et enfin, le troisième pilier, c'est la technique. La technique, elle n'a qu'un seul rôle, c'est aider Google à découvrir le contenu de vos pages. Elle ne fait rien d'autre, la technique. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis finalement d'oublier la technique ? C'est parce que, à mon sens, en tant qu'e-commerçant, la plupart du temps, vous consacrez trop de temps à la technique. Si vous n'avez pas travaillé la pertinence de votre site, comme la technique ne sert qu'à aider Google à trouver vos pages, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aider Google à trouver des pages qui ne sont pas intéressantes. Vous allez l'aider à trouver des pages qui ne sont pas pertinentes, qui ne répondent pas bien à la question de l'internaute. Et du coup, vous allez juste l'aider à lui dire OK, bah, tu vois mes pages, elles ne sont pas bien, ne les positionne pas dans Google. Donc, faire de la technique quand on a un site qui n'est pas pertinent, c'est juste montrer à Google qu'il n'a pas de raison de bien nous positionner. Donc déjà, si vous faites de la technique trop tôt, vous perdez votre temps. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il s'améliore de jour en jour. Il y a des mises à jour qui sont faites tous les jours sur Google. Il y a des grosses mises à jour qu'il annonce et des mises à jour tous les jours, des petites qu'il fait tous les jours. En fait, ces mises à jour, elles ont pour rôle d'aider Google à découvrir les sites, à découvrir le contenu des sites, etc. La conséquence directe de ça, c'est que, au final, la technique est de moins en moins importante, elle a de moins en moins d'impact. Ce que vous faisiez avant pour aider Google à découvrir vos pages, il n'y a peut-être plus besoin de le faire parce que Google, il est capable d'aller découvrir vos pages avant. Typiquement, avant, il était incapable de lire le code qu'on appelle le JavaScript. Maintenant, il est complètement capable de le lire. Donc, il y a plein d'améliorations que Google fait qui sont là pour justement trouver plus facilement les contenus de vos sites. Et si vous perdez votre temps à faire de la technique alors que Google sait déjà trouver vos pages, vous perdez encore une fois votre temps. Et en plus, vous utilisez souvent des CMS, donc PrestaShop, WooCommerce, Shopify, WeezyShop, etc., qui sont souvent des systèmes qui fonctionnent bien et qui n'ont pas de problème majeur en fait. Donc, c'est des systèmes qui sont déjà plutôt bien faits et qui n'ont pas forcément besoin qu'on aille dedans pour y passer du temps et améliorer la technique. Et ensuite, et à mon sens, c'est peut-être le plus important, c'est que ce n'est pas votre job de faire de la technique. Vous êtes e-commerçant et vous n'êtes pas technicien. Et le truc, c'est que en tant qu'e-commerçant, vous savez répondre aux questions de vos prospects. Vous connaissez vos clients, vous connaissez vos produits, vous connaissez votre marché. Donc, vous savez répondre aux questions de vos prospects. Donc, la pertinence, vous êtes capable de la faire. Vous allez être capable aussi d'aller trouver des partenaires, d'aller augmenter votre réseau et d'obtenir des liens grâce à ce réseau. Et donc, vous allez être capable d'augmenter votre popularité. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire plutôt naturellement parce que finalement, vous êtes e-commerçant et créer un réseau et répondre aux questions des prospects, c'est naturel. Par contre, faire de la technique, vous n'avez pas forcément les compétences, vous n'êtes pas forcément naturellement bon là-dedans, et ce n'est pas forcément quelque chose qui vous passionne, parce que sinon, vous seriez plutôt développeur et non pas e-commerçant. Et je trouve dommage de passer énormément de temps à un endroit où vous n'avez pas les prérequis pour être bon d'office, et en plus, quelque chose qui vous intéresse peut-être pas forcément. Donc, je vous invite vraiment à laisser de côté la technique, ce n'est pas votre job, et à vous concentrer sur la pertinence et la popularité, où vous allez être bien meilleur. Et enfin, dernière chose, c'est que Google, il n'est pas là pour récompenser les experts en référencement naturel. Encore une fois, il veut répondre aux questions des internautes. Et la personne la mieux placée pour répondre aux questions des internautes, ce n'est pas un technicien, c'est vous, en tant qu'e-commerçant, parce que, encore une fois, vous connaissez vos clients, vous connaissez vos produits, vous connaissez votre marché. Moi, je connais énormément de choses en technique, je peux faire énormément de choses en technique en référencement naturel, et pour autant, je ne suis pas la meilleure personne pour faire votre référencement naturel. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas vos clients, je ne connais pas votre marché, je ne connais pas vos produits. Donc, Google, il n'est pas là pour récompenser les sites qui sont parfaits techniquement. Il est là pour récompenser les sites qui répondent aux questions des internautes parce que c'est son job de répondre aux questions des internautes. Alors, par contre, on va pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce que Google donne, très souvent même, il donne très souvent des conseils qui sont liés à la technique. Google, il va nous dire, améliore la vitesse de ton site, etc. Tout simplement parce que Google, ça lui fait économiser de l'argent de vous dire ça. Quand il vous dit, réduis le temps de chargement de tes pages, il faut comprendre que Google, son job, c'est de répondre aux questions des internautes et pour le faire, il a besoin de découvrir tous les sites. Google, il scanne des milliards de pages par jour et il n'arrive pas à scanner le web aussi vite que le web s'étend en fait. Il y a plus de pages qui sont créées que ce que Google est capable de scanner. Donc en fait, Google, à chaque fois qu'il arrive sur une page et que cette page elle met 3, 4, 5 secondes à se charger alors qu'elle pourrait peut-être en mettre 2 ou 3,
bah, il perd de l'argent. Et il perd de l'argent de façon exponentielle tellement il essaye d'accélérer le rythme à laquelle il est capable d'ingurgiter du contenu. Donc quand il dit améliorer améliorer le chargement de vos pages, ça peut aider, ça aide. C'est un facteur qui est pris en compte dans notre algorithme pour le référencement naturel. Lui, il se rend un grand service parce qu'il va peut-être gagner des milliards de secondes de chargement qui vont lui faire économiser des millions et des millions d'euros. Quand il vous dit de supprimer des contenus dupliqués, c'est exactement la même chose. Quand il vous dit que des contenus dupliqués, ça peut poser problème, le problème que ça pose pour lui, c'est surtout qu'il va avoir trop de pages dans sa base de données. Et il va scanner des pages qui lui font perdre du temps aussi encore. Donc en fait, quand il vous dit enlever des pages de contenu dupliqué, il vous dit qu'il cède simplement à limiter ce qu'il a dans sa base de données parce que sa base de données lui coûte très cher. Je vous invite à chercher, si ça vous intéresse, sur Google, le nombre de serveurs que Google a. Alors, l'information, elle n'est pas très claire, elle n'est pas vraiment diffusée de façon publique, mais Google a des fermes de serveurs qui sont gigantesques, qui génèrent une certaine pollution au passage, mais qui lui coûtent extrêmement cher. Et Google, ce qu'il aimerait bien, c'est pouvoir avoir pas besoin d'autant de serveurs, en fait. Donc, quand Google vous dit faites de la technique, c'est surtout pour se rendre service à lui, en fait. Donc, première stratégie assez simple à mettre en place parce que vous avez rien à faire, c'est surtout d'arrêter de faire de la technique. Deuxième stratégie que je vous invite à faire, c'est penser questions et pas penser mots-clés. Vous avez vu, j'ai déjà parlé pas mal de questions juste avant et je vais en parler tout le temps parce que c'est essentiel. En fait, si vous pensez mots-clés, vous allez aller droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que vous allez sûrement rédiger des textes qui sont désagréables à lire parce que vous allez mettre des mots-clés par-ci, par-là que vous n'auriez pas fait naturellement. Vous allez oublier l'internaute parce que en pensant mots-clés, vous pensez à Google et vous ne pensez pas à l'internaute. Et le problème, c'est que Google, même s'il aime bien votre site, même s'il le référence bien, c'est pas lui qui achète vos produits, en fait. Donc, vous ne devez pas travailler sur votre site pour Google, vous devez travailler sur votre site pour votre client. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous devez toujours mettre votre client au centre de la problématique, parce que sinon, même le site le meilleur du monde pour Google, c'est pas un site qui vend, en fait. Et Google, lui, il n'est pas là pour acheter vos produits, en fait. Et en fait, ça fait très longtemps que Google n'utilise plus les mots-clés tels quels, en fait. Google, il ne pense pas à mots-clés. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais faire un petit zoom. Tac. Julia, tu peux me dire si vous voyez bien le zoom? Oui, oui, c'est parfait. Là, je suis allé dans Google Images et j'ai tapé « Quel animal avec des sabots vit dans une écurie ?» Okay. Je n'ai pas parlé de cheval, je n'ai pas parlé de chevaux. Pourtant, si on voit les résultats, il ne s'est pas vraiment trompé, Google. Il nous a bien affiché des chevaux. Comment est-ce qu'il est capable de faire ça si Google comptait le nombre de mots-clés en fait dans votre page? Google, il comprend la question en fait. Et il faut arrêter de se dire, OK, quel mot-clé je vais mettre, etc. Bien sûr, le mot-clé, c'est le point de départ qu'on utilise, nous, après, pour faire nos études, etc., qu'on fait du référencement naturel. Mais n'empêche qu'au final, la page qu'on va créer à la fin, c'est pas une page où on va mettre ce mot-clé-là ici, ce mot-clé-là, là, etc. Non, c'est une page à laquelle on va répondre à la question. Et donc là, quel animal avec des sabots vit dans une écurie? Les photos qui nous sortent, il répond à la question. Donc, mettre vos mots-clés dans vos pages, c'est clairement pas suffisant. Et si vous partez juste comme ça, vous allez aller droit dans le mur parce que vous allez oublier votre client. En fait, quand l'internaute tape un mot-clé dans Google, il a clairement une question dans la tête. Et votre job, c'est de comprendre cette question et d'y répondre. Okay ? Google, encore une fois, comme je le disais, il a besoin de votre site pour y répondre. Il ne sait pas le faire tout seul. Donc, votre job, c'est de comprendre cette question et d'y répondre. Et si possible, d'y répondre mieux que vos concurrents. Okay ? Je vais vous donner un exemple avec le mot-clé chaise de cuisine. Donc, je vais refaire un petit zoom. Voilà. J'ai tapé dans Google chaise de cuisine. Bon, il y a des méthodes pour étudier la question de l'internaute. Là, c'est pas forcément le sujet, mais quand on tape chaise de cuisine, en gros, les gens veulent acheter une chaise de cuisine. Là, la question, elle est assez évidente derrière ce mot-clé-là. Qu'est-ce que Google nous sort comme site? Il nous sort le site Conforama, il nous sort 4 pieds, il nous sort But et il nous sort Cdiscount. Okay? Ce que je vous ai mis en orange, là, je vous ai encadré. En fait, c'est un outil que j'utilise qui me permet d'afficher des informations sur mes résultats Google et qui me donne la popularité des sites. Le DR, en anglais Domain Rank ou en français Randomain, c'est l'équivalent de la popularité du site. Et on voit que Conforama a une popularité de 71, sachant que c'est une note sur 100, et qu'il y a un seul site qui a 100, c'est Facebook. But, pareil, et puis Cdiscount 82. Et on voit au milieu, on a 4 pieds qui a une popularité de 37.
Il faut savoir que cette valeur, elle est exponentielle. C'est-à-dire que passer de 0 à 10, c'est très facile. Passer de 10 à 20, c'est déjà plus dur, et ainsi de suite. Et donc, l'écart entre 37 et 71, c'est pas du tout x2, en fait. L'écart entre 37 et 71, c'est bien plus énorme que ça. C'est très long d'atteindre 71. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est vraiment des très gros sites qui ont 71 en popularité. Et du coup, on pourrait imaginer que c'est du x5, x6, x10 éventuellement d'écart entre les deux sites. Et pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que, en fait, on pourrait se poser la question, comment est-ce que le site 4 pieds a fait pour se positionner entre des gros mastodontes comme ça, en fait, alors que c'est pas un énorme site? Bah, tout simplement parce que lui, il a compris la question de l'internaute. Si je vous affiche la page qu'on a ici, c'est, que je vous dise pas de bêtises, là c'est but, et en dessous c'est 4 pieds. Je vous rappelle qu'on a tapé le mot chaise de cuisine, et donc on veut acheter une chaise de cuisine. Je ne sais pas pour vous, si vous avez des enfants, moi j'en ai 2. Si je mets une chaise en velours dans ma cuisine, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat chez vous, mais moi je sais que dans 2 jours, il y a du ketchup dessus, de la mayo, de la moutarde, tout ce que vous voulez, mais elle ne ressemble plus à rien. Une chaise en velours dans une cuisine, à mon avis, c'est la dernière chose à faire. Une chaise comme ça, là, avec un espèce de baquet, c'est absolument pas pratique, à mon avis, pour manger, etc. Ces chaises-là me font pas vraiment penser à des chaises de cuisine, mais pourquoi pas, admettons. Et puis une chaise à 600 € pour aller dans ma cuisine, je trouve ça un petit peu excessif comme tarif pour une chaise de cuisine. Je pense que But passe un peu à côté de la plaque ici. Hein. Il est un petit peu à côté de la plaque en termes de cuisine, en termes de chaise de cuisine. Si on va chez 4 pieds, là, on a quelque chose de bien plus cohérent. C'est des chaises de cuisine. Cette chaise de cuisine-là, franchement, si je vais chez ma mère, là, je l'ai, cette chaise de cuisine. Ça, c'est une chaise de cuisine qui est un peu plus moderne que l'autre, mais c'est OK. On a des chaises de cuisine qui vont plaire à tout le monde, mais ce sont des chaises de cuisine. On n'a pas une chaise en velours, on n'a pas un espèce de canapé. Voilà, c'est des chaises qu'on va pouvoir mettre dans une cuisine. Et ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il n'est pas forcément question de mots-clés, il est question d'avoir compris la question de l'internaute et de lui donner vraiment ce qu'il veut. Là, on a vraiment des chaises de cuisine. Là, on a des chaises et on ne sait pas trop s'il faut les mettre dans une cuisine ou dans une salle, dans un salon, dans une véranda. Hop, tac. N'hésitez pas à me dire si c'est clair hein, pour vous jusque-là. Tac. Donc ça, c'est pour la pertinence. Pensez vraiment à la question que l'internaute a dans la tête. Vous arrêtez pas simplement aux mots-clés qu'il a pu taper et à mettre juste le mot-clé dans votre page. Troisième chose, et on a vu que la popularité était un pilier important, mais je vous invite à la travailler. Et comment vous allez pouvoir la travailler? En utilisant le réseau que vous avez déjà. La pertinence seule, elle ne suffit pas. On a vu que le site 4 pieds, il était bien positionné, mais il a quand même une popularité de 37. 37, c'est déjà correct comme popularité. On est déjà sur quelque chose de sympa. S'il avait une popularité de 5, 10 ou même 15, il n'aurait pas réussi, même en étant ultra pertinent, il n'aurait pas réussi à être bien positionné. Encore une fois, parce que Google, il a besoin qu'on lui accorde, il a besoin d'accorder sa confiance au site, et il le fait grâce à la popularité, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'exemple des 2 restaurants. Et donc, vous avez besoin d'aller chercher de la popularité, et la popularité, c'est les fameux backlinks qui sont les liens que les gens font vers votre site. Il y a des opportunités qui sont déjà présentes dans votre réseau. Vous avez des fournisseurs, vous avez des partenaires, et je vous invite à les contacter et à voir avec eux, OK, quel partenariat vous pouvez mettre en place pour obtenir un lien chez eux. Et en faisant ça, vous allez pouvoir obtenir des liens qui sont vraiment énormes et très puissants. Faut savoir que, juste avant de vous montrer cet exemple, un lien va vous amener de la popularité, mais plus le lien vient d'un site qui est populaire, plus ce lien vous amène de la popularité. Donc, on va essayer, si possible, d'avoir des liens sur des très gros sites très populaires. Et je vais vous montrer ce qu'un membre de mon programme a fait. Il est allé voir ses partenaires et il a obtenu des liens comme ça. Le rang-domaine que vous voyez là, c'est la même chose que le DR qu'on voyait juste avant. Et on a vu que juste avant, on avait But, on avait Cdiscount, on avait Conforama qui avait des DR de 71. C'est vraiment un très gros DR. Là, ça, c'est les liens que le membre de mon programme a obtenus. Il a eu des DR supérieurs, donc là, c'est l'équivalent de Cdiscount. Là, c'est l'équivalent de Conforama, But, etc. Il a eu des liens comme ça pour améliorer son référencement naturel. Alors, clairement, ça a été super efficace. Comment il a fait? Il est allé voir ses partenaires, il est allé voir ses fournisseurs avec qui il fait déjà affaire, et il a fait un partenariat avec eux pour obtenir un lien chez eux. Donc, vous avez déjà des très, très grosses opportunités de liens pour aller chercher ce genre de choses. Vous pouvez aussi aller voir les services que vous utilisez. Vous pouvez leur proposer un témoignage en expliquant en quoi les services que vous utilisez vous aident en fait. Vous pouvez
Tout simplement, le service, ça peut être un service comme un outil que vous utilisez, par exemple DoFinder, ça peut être très bien un exemple, mais aussi un livre. Moi, typiquement, là, c'est un exemple que je vous donne. J'ai lu un livre sur le référencement des sites WordPress et j'ai vu que sur le site de l'auteur, il y avait une page témoignage pour ce livre. Je lui ai fait un témoignage et je lui ai dit, OK, est-ce que je peux te faire un témoignage? Et j'ai eu un lien, tout simplement, ici, là, vers mon blog. Ça m'a pris 2 minutes. De toute façon, le livre, je l'avais lu. Le livre, je l'ai lu, il me plaisait et j'ai eu simplement le temps de rédiger 5 lignes, 10 lignes, là. Il y a peut-être 15 lignes de texte, simplement pour dire ce que j'ai pensé du livre. Extrêmement simple, extrêmement rapide et un échange de mails que j'ai pu faire simplement avec l'auteur. Et après, vous pouvez faire des interviews, des études de cas pour, encore une fois, par rapport à comment les outils que vous utilisez vous servent pour obtenir à chaque fois un lien derrière. Tac. Autre chose que je vous invite à faire, c'est à toujours avoir le référencement naturel en tête. Quand vous faites quelque chose, pensez au référencement naturel. Dès que vous mettez en place un partenariat, essayez d'obtenir un lien. En fait, demander un lien, c'est souvent ridiculement petit par rapport à quelque chose qu'on est déjà en train de mettre en place avec quelqu'un, un deal qu'on est en train de passer avec quelqu'un. Typiquement, vous êtes avec un fournisseur et vous, je sais pas, vous allez lui acheter 5 000, 10 000, 15 000, même ne serait-ce que 3 000 euros de fourniture, de produits. C'est quoi de lui demander juste un lien à ce moment-là? De lui dire, écoute, ouais, on fait ça, bah, c'est cool. Et est-ce que y a moyen qu'on fasse un petit partenariat aussi en plus pour que j'obtienne un lien chez toi, sachant que ça va améliorer mon référencement naturel. Si je suis mieux référencé, je vends mieux tes produits, donc toi, bah, je te recommanderai plus vite des produits. Donc on peut très bien imaginer contacter ses fournisseurs pour faire ça et obtenir un lien. Si vous êtes speaker dans une conférence, vous pouvez obtenir des liens. Typiquement, c'est quelque chose que j'ai demandé à DoFinder, c'est que je vais gagner un lien en étant speaker ici à cette conférence. Si vous êtes partenaire dans un événement, si vous sponsorisez un événement, vous allez pouvoir aussi demander sur le site de l'événement, OK, est-ce qu'on peut obtenir un lien en tant que partenaire, en tant que sponsor, etc. Toutes ces choses-là que vous faites peut-être déjà, il y a un vrai potentiel pour aller gagner du lien dessus et ça ne vous demande pas plus de travail. Ça vous demande de rajouter une phrase dans votre mail, une phrase dans votre discussion au téléphone, une phrase dans votre discussion en direct. C'est juste ça. Ça vous demande juste ça. Et je sais que la plupart du temps, les gens ne le font pas alors qu'il y a une vraie opportunité à chaque fois. Et ensuite, on a vu que tout ça, finalement, c'est des moyens d'avoir des liens dans votre réseau actuel. Je vous invite à agrandir votre réseau. Plus vous allez agrandir votre réseau, plus vous allez avoir d'opportunités. Rendez-vous à des événements, à des salons. Vous allez pouvoir vous faire des rencontres, voir des nouvelles personnes, peut-être trouver des personnes qui vont, là aussi, être des nouveaux partenaires et qui vont vous donner des nouvelles opportunités d'aller gagner des liens. Et après, vous allez pouvoir contacter des blogueurs qui s'adressent à votre audience et vous leur proposez un partenariat. Et il y a plein de types de partenariats qu'on peut faire. On l'aborde dans ma formation notamment, mais vous pouvez faire des concours, des tests produits, etc. Vous pouvez les contacter. Ils ont une audience qui vous intéresse. Vous avez des produits qui intéressent leur audience. Il y a forcément quelque chose à faire avec eux. Ça, c'est pour les stratégies. Et on va pouvoir passer aux techniques. Je vais juste boire un petit peu avant de me dessécher. Ok, je vois qu'il y a des questions, je vais y répondre après. Ok, je vais répondre à vos questions à la fin. Je vais vous partager les techniques et là, on a une petite séance de questions-réponses. Même une grande séance de questions-réponses, il y a plein de questions. Dans les 3 techniques que je vais vous partager, donc là, on a vu vraiment des stratégies que je vous invite à mettre en place et à garder sur le long terme. C'est vraiment des stratégies à faire en permanence pour améliorer votre référencement. Là, les techniques, c'est plus ponctuel. Ça a des résultats qui sont, c'est un peu plus sexy parce que ça a des résultats plus rapides, mais c'est pas non plus une stratégie que vous allez pouvoir mettre en place sur le long terme et qui va améliorer votre référencement de façon astronomique. Par contre, c'est des stratégies, c'est des techniques qui c'est intéressant de connaître parce qu'elles peuvent vraiment vous donner des résultats très sympas et très rapidement. La première technique, je l'ai appelée le click magnet et ce que j'appelle voler légalement les clics de vos concurrents. Le principe, en fait, de cette technique, c'est tout simplement de maximiser le nombre de clics que vous allez avoir sur vos résultats dans Google. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment très rapide à mettre en place. Ça va vous prendre 5 à 10 minutes par mot-clé. Le résultat, il est quasiment immédiat. En fait, on va juste attendre que Google voit la différence et la répercute sur ses résultats, tout simplement. Et donc, il faut juste attendre qu'il passe sur votre page. Excusez-moi, je crois que j'ai eu un petit lag de mon côté. M'entends toujours, Julia? Oui, là, on t'entend, mais c'est vrai qu'il y a une petite coupure.
Ok. Donc, ça a coupé à quel moment à partir de Ouais, là, exact. Ok. Ça, 30 secondes. Ouais, une seconde. Ok. Donc, comme je disais, ça vous amène des résultats qui sont quasi immédiats parce que Google va juste attendre que Google passe sur votre page pour voir la différence que vous avez fait, la modification, et qu'il l'applique sur ces résultats. Et ce qui va être génial avec cette technique, c'est que vous pouvez avoir plus de clics, même si vous êtes en position 4, 5 des résultats de Google, ou même en position 3, vous allez pouvoir plus de clics que celui qui est en première position. Et ça, c'est vraiment génial. Les étapes, elles sont très simples. Hein. Toutes ces techniques sont vraiment très simples à mettre en place. Première étape, vous allez trouver un mot-clé sur lequel votre page, elle se positionne déjà dans le top 10 de Google. Okay. Alors, je vous ai mis 2 outils. Vous avez Ahref, SEMrush, c'est vraiment des leaders dans leur marché. Et moi, j'utilise typiquement Ahref, mais il y a d'autres outils qui vous permettent de le faire. Il y a plein d'outils qui vous permettent de savoir où vous êtes positionné par rapport à vos mots-clés. Une fois que vous avez vu quelles sont les pages qui se positionnent sur votre mot-clé dans le top 10 de Google, vous allez tout simplement taper ce mot-clé dans Google. Vous allez regarder les titres et les descriptions de vos concurrents et vous allez rédiger un titre qui est bien plus alléchant que celui de vos concurrents. En fait, comment vous allez faire ça? Vous allez tout simplement comprendre la question de l'internaute et vous allez rédiger un titre et une description qui va lui faire comprendre immédiatement que s'il clique sur votre résultat, il est au bon endroit, il va avoir la réponse à sa question. Okay, et vous pouvez aller encore plus loin en faisant une promesse plus forte que vos concurrents. Par exemple, vous pouvez dire que si typiquement un des moyens de bien répondre à la question de l'internaute, c'est de montrer que vous avez un gros catalogue de produits dans ce qu'il recherche, eh bien, vous pouvez montrer le nombre de références que vous avez. Si vous avez plus de références que vos clients, bien sûr. Vous pouvez évidemment parler du prix dans votre titre si vous êtes moins cher que vos concurrents. Vous pouvez dire que vous avez les frais de port gratuits si c'est le cas et que vos concurrents, eux, c'est pas le cas. Vous pouvez parler des récompenses que vous avez obtenues qui vont justifier le fait que vous êtes du coup beaucoup plus apte à répondre à la question que l'internaute a dans la tête que vos concurrents. Tous ces éléments-là, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre dans votre site ou dans votre description pour montrer que viens cliquer chez moi, tu auras une meilleure réponse que si tu cliques chez mes concurrents qui sont affichés dans le top 10 de Google, en fait. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est pas compliqué, il faut juste se creuser un petit peu la tête et rédiger un bon titre, rédiger une bonne description pour que les gens aient plus envie de cliquer sur votre résultat que sur celui des autres. Je vous donne 2 exemples. Le mot-clé ici, c'est pénalité de retard de TVA. C'est un mot-clé que j'ai sur mon site. Et en fait, on voit que quand on tape pénalité de retard de TVA, on a 3 résultats qui sortent. Clairement, je vais avoir du mal à dépasser l'expert comptable et le blog des impôts, tout simplement parce que c'est des sites qui sont extrêmement populaires. Et là, on est à des années-lumière en termes de popularité entre moi et ce site-là. Et sachant qu'en plus, moi, je parle plutôt de e-commerce et assez peu de TVA en règle générale sur mon site, et que l'expert comptable, lui, va parler énormément de ce sujet-là. Donc, il a aussi un bonus de pertinence à ce niveau-là. Mais n'empêche que j'ai plus de clics que ces 2 résultats dans Google. Alors, je vous épargne le calcul qu'on fait pour savoir comment on a plus de clics ou pas, mais on peut évaluer le nombre de clics qu'un résultat est censé avoir selon sa position. Et après, selon le nombre d'impressions de ce résultat, on peut calculer ce nombre de clics. Peu importe. L'idée, c'est qu'ici, j'ai plus de clics que les 2 résultats qui sont au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que la question derrière pénalité de retard de TVA, elle est « je suis en retard dans ma TVA, je ne veux pas payer la pénalité. Comment je fais pour l'éviter ?» Okay. Si on regarde le premier résultat, ici, on a pénalité de retard sur TVA, l'expert comptable. Bon, bah, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait. Ça nous remet le mot-clé, mais ça ne nous dit pas à quoi ça va répondre. Et si on regarde la description, le retard de paiement intervient pour toute personne qui ne paie pas, partiellement ou pas en retard. Bon, on n'est pas sûr qu'on va avoir, on va peut-être avoir juste un détail de ce que c'est, mais pas des pistes pour résoudre notre problème. Le deuxième résultat, celui des impôts, en plus, ils sont assez experts là-dedans pour nous faire des trucs qui veulent rien dire. On comprend presque rien à ce qui est écrit. Donc, ça ne va pas donner envie de cliquer. Et là, il y a mon résultat. Déclaration de TVA, éviter la pénalité de retard. Voilà, c'est clair, c'est net. Si tu cliques ici, tu vas avoir la solution pour éviter la pénalité de retard de TVA, tout simplement. Et donc, ça m'amène beaucoup plus de clics que les 2 autres sites qui pourtant mériteraient d'avoir plus de clics s'ils avaient fait un bon titre. Deuxième exemple, on a 2 sites, tout simplement sur celui-là, sur lequel vous allez cliquer si vous voulez acheter une voiture d'occasion. A priori, vous allez plutôt cliquer sur celui qui a 150 000 offres, 150 000 voitures, plutôt que celui qui en a 30 000, parce que sur l'un des 2, vous avez 5 fois plus de chances de trouver votre voiture, tout simplement. Donc là, clairement, si j'étais qui dit oui, bien je changerais ça, je mettrais un autre argument ici, parce que je ne fais pas vraiment le poids face à Autoscout 24, en fait. Alors, en bonus, avec cette technique, c'est que
si Google voit que le résultat qui est en position 5, donc, ou 4 ou 3, qui serait votre site, s'il voit qu'il a plus de clics que le résultat 1 ou 2, dans certains cas, il va peut-être se dire bah, je vais peut-être le faire monter en fait. Si les gens cliquent sur ce résultat, c'est peut-être qu'il est mieux que celui que les résultats qui sont devant lui en fait. Et donc, il va vous faire monter, il va continuer à mesurer combien il y a de clics, et au final, bah, si ça reste stable, il peut très bien vous laisser en première position ou en deuxième, enfin du moins vous faire monter dans ses résultats, parce qu'il a constaté que les gens cliquent plus facilement sur votre résultat que sur celui des autres. Donc ça, c'est un bonus qui est plutôt sympa. On ne l'a pas à chaque fois, mais ça fait partie des choses qui peuvent être assez cool à obtenir quand on fait cette technique. Une erreur à éviter qu'il faut faire vraiment attention avec cette technique, c'est faire une promesse que vous n'êtes pas capable de respecter. Si vous dites, on a vu 150 000 voitures et qu'au final, on arrive et qu'il y en a 4 000 sur le site, 15 000, ou qu'en fin du point, il n'y en a pas 150 000, eh bien, vous allez décevoir votre visiteur. Qu'est-ce qu'un visiteur qui est déçu va faire? Il va revenir sur Google. Et ça, Google va le voir. Google va voir que l'utilisateur a cliqué sur le résultat, ça ne lui a pas plu, il est revenu sur Google, il a cliqué sur un autre résultat. Donc, Google, il a mal fait son job. Et Google, il n'aime pas mal faire son job, donc il va certainement descendre ce résultat dans les résultats. Il va descendre ce site dans ses résultats. Parce qu'il ne veut pas amener des gens sur des sites qui les déçoivent. Donc, attention, si vous faites une promesse, elle doit être forte et plus forte que celle de vos concurrents, mais vous devez être capable de la respecter. Deuxième technique que je vous invite à faire, c'est le Google Squatting. J'adore cette technique. L'idée, c'est de laisser faire les autres votre référencement naturel. Okay, vous allez utiliser des sites qui sont déjà bien positionnés sur les mots-clés qui vous intéressent pour parler de vos produits. L'avantage, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur là, c'est que vous pouvez être premier. Vous pouvez être dans les premiers résultats de Google sans faire de référencement naturel. Donc ça, j'adore. Vous pouvez aussi devenir la référence sur le mot-clé qui vous intéresse parce que vous allez pouvoir squatter tous les résultats de Google. Vous pouvez avoir les 10 résultats de Google et les résultats, ils sont immédiats. Donc, elle est vraiment géniale, cette technique. Les étapes, elles sont vraiment simples aussi. La première chose, c'est que vous allez trouver un mot-clé qui vous intéresse. Ensuite, vous le tapez dans Google et vous regardez les résultats qui s'affichent. Et vous allez voir les sites qui s'affichent et vous allez tous les contacter. Et vous leur proposez un partenariat gagnant-gagnant pour faire parler de votre produit. L'idée, alors j'ai précisé non concurrent parce qu'évidemment, si la personne, elle vend votre produit, elle ne va pas vouloir, il y a peu de chances qu'elle veuille faire un partenariat avec vous pour parler de votre produit. Mais on va voir après qu'il y a plein qu'il y a une façon en fait de contourner ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer à ces personnes qui sont non concurrents mais qui sont bien positionnées sur les mots-clés qui vous intéressent? Eh bien, vous allez leur proposer éventuellement de l'affiliation. C'est-à-dire que quand la personne va va arriver sur le site de la personne et qu'elle voit qu'on parle de votre produit, si elle clique sur le résultat et qu'elle achète chez vous, eh bien, le site partenaire va gagner un pourcentage, une commission sur la vente, tout simplement. Vous pouvez aussi proposer de tester votre produit pour qu'ils mettent à jour leur article. Ils ont un article qui parle d'un sujet, peut-être qu'ils n'ont pas parlé de votre produit, peut-être que il y a un intérêt à mettre à jour leur contenu en parlant de votre produit parce que votre produit aide vraiment dans le sujet qu'ils sont en train de traiter. Et du coup, vous pouvez leur envoyer votre produit et leur demander s'ils veulent le tester pour mettre à jour leur page. Et si c'est une marketplace, eh bien, vous pouvez les contacter et leur dire, OK, comment je fais pour apparaître sur cette page? Parce que vous savez que cette page, c'est la page qui se positionne bien dans les résultats de Google. Vous les contactez, vous voyez ce qu'il est possible de faire avec la marketplace. Je vais vous donner un exemple. Je vous disais, j'ai une boutique de modules PrestaShop et j'ai un module de devis pour PrestaShop. Clairement, le mot-clé pour moi le plus intéressant, c'est module devis PrestaShop. Il n'y a pas photo. Quand on tape ce mot-clé-là, on veut un module pour créer des devis avec son site PrestaShop. Moi, j'ai 8, parfois 9, des 10 résultats de Google qui parlent de mon produit. Je ne vous ai pas tous mis. Je vous ai mis les 4 premiers. Mais si on regarde, premier résultat, c'est la marketplace de PrestaShop. Essayez d'aller dépasser la marketplace de PrestaShop qui ne vend que des modules pour PrestaShop sur ce type de mots-clés, c'est beaucoup de boulot. C'est vraiment compliqué, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Plutôt que de me prendre la tête à aller dépasser PrestaShop là-dessus, eh bien, en fait, je suis allé inscrire mon site sur leur marketplace. J'ai mis mon module sur la marketplace et, eh bien évidemment, mon module, elle apparaît dans la page qui présente les modules de devis pour PrestaShop. Pour le coup, mon module étant plutôt bon et étant parmi les meilleurs vendus, eh bien, il est premier de cette page. Donc, quand on clique sur le résultat, le premier résultat de Google, on arrive sur une page qui nous parle de tous les modules de devis de PrestaShop et le premier, c'est le mien.
Évidemment, quand je vends mon module, PrestaShop prend une commission. Deuxième résultat, c'est à nouveau la marketplace de PrestaShop, mais là, c'est directement la fiche produit de mon propre module. Encore une fois, mon module étant plutôt bon, j'ai aussi fait des liens vers cette page-là, et du coup, hop, cette page-là est montée dans les résultats de Google. Position 3, c'est un module de devis gratuit. Ce module, j'aurais eu du mal à le détrôner. Cette page-là, j'aurais eu du mal à la détrôner parce que parmi les gens qui tapent module de devis PrestaShop, il y en a une partie qui voudrait un module gratuit. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le développeur de ce module de devis gratuit et je lui ai dit, écoute, tu proposes un module de devis gratuit, mais tu ne gagnes pas d'argent avec. Est-ce que ça t'intéresse finalement de proposer en alternative à ton module de devis gratuit, qui reste somme toute basique, de parler de mon module et de gagner des commissions à chaque fois que quelqu'un l'achète. Ce qu'il a fait, c'est que du coup, là, il a mis un lien vers mon module de devis à moi, donc mon module payant. À chaque fois que quelqu'un clique ici, il va gagner des commissions si jamais le module est vendu. Et dans son propre module de devis gratuit, il a rajouté aussi une mention vers mon module pour encore gagner des commissions et vendre mon module. Quatrième résultat, c'est un blogueur qui compare des modules de devis pour PrestaShop. Et finalement, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux tester mon module? Parce que mon module, j'ai vraiment bossé dessus et il fait partie des meilleurs sur PrestaShop. Est-ce que tu as envie de le tester? Il l'a testé et finalement, c'est celui qui le recommande et il met un lien vers mon site. Et vous avez donc d'autres résultats après qui parlent de mon site, notamment mes propres sites aussi qui apparaissent. Mais du coup, j'ai quand même 8 résultats sur 10 sur ce mot-clé-là. Et le bonus qui est vraiment top, c'est que si votre produit il est aussi visible que ça, et qu'en plus, c'est des sites autres que les vôtres qui font l'éloge du produit, vos prospects ils vont être ultra convaincus. C'est-à-dire qu'ils vont arriver sur votre fiche produit, ils ne vont pas se poser de questions. Quand on tape module de devis PrestaShop, on ne se pose même pas la question. OK, on voit le résultat partout. Ils vont aller acheter ce produit-là. Pourquoi ils prendraient le risque d'aller en voir un autre qu'on trouve nulle part et que personne ne connaît? Et ce qui se passe aussi, c'est que mon module il est énormément vendu par le bouche à oreille. Parce que justement, les développeurs, quand ils cherchent un module, ils vont voir que le mien. Et du coup, encore une fois, ça va faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont être convaincus directement par le module avant même éventuellement de l'avoir acheté. Évidemment, quand ils vont l'acheter, le module étant plutôt bon, ils ne vont pas être déçus. Et bien après, derrière, ils vont en parler autour d'eux, en fait, tout simplement. Quand quelqu'un va dire j'ai besoin d'un module de devis, si vous allez sur le groupe PrestaShop, le groupe Facebook PrestaShop, quand quelqu'un parle d'un module de devis, le mien ressort très souvent, en fait, même presque à chaque fois. Et tout ça, c'est parce qu'il est ultra visible et que je squatte vraiment 8 résultats sur 10 dans Google. Les erreurs à éviter, en fait, et c'est la principale erreur, c'est de vous limiter aux mots-clés avec une intention d'achat. Il y a évidemment des mots-clés qui vont être très compliqués d'aller chercher parce que vos concurrents vendent le produit. Et ils sont déjà positionnés dessus. Si vous vendez de l'huile de tondeuse, il y a de grandes chances que si je tape huile de tondeuse dans Google, je ne suis pas allé le vérifier, mais qu'il y a de grandes chances qu'au final, ce soit mes concurrents qui sortent. Par contre, si je tape entretenir sa tondeuse, je vais peut-être avoir un blogueur qui a expliqué comment faire entretenir sa tondeuse. Je vais peut-être avoir une vidéo YouTube qui va sortir et qui va faire un tuto pour entretenir sa tondeuse. Je vais peut-être avoir plein de choses. Et ces gens-là, c'est pas des gens qui gagnent forcément leur argent en vendant le produit. C'est des gens qui gagnent leur argent peut-être avec la publicité, en amenant du monde sur leur site, etc. Donc vous pouvez aller les voir et leur dire, écoute, tu es déjà bien positionné, tu as déjà du monde qui vient. Est-ce que tu veux monétiser encore mieux cette audience que tu as? Et dans ce cas, parle de mon produit et gagne des commissions derrière. Et la deuxième erreur, c'est de trouver que c'est trop facile. Parce qu'en effet, elle est super simple, cette méthode. Ça prend juste le temps de ce que je vous ai dit, des étapes là. Il faut contacter les gens et leur faire une offre qui leur donne envie. Il n'y a rien de compliqué. Elle est simple comme méthode et elle n'est juste pas assez utilisée. Je vous invite vraiment à le faire et à chercher les mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont non concurrents et que ça intéresserait de parler de vos produits. Troisième technique, c'est de faire du contenu frais sans créer de nouvelles pages. Donc, vous connaissez peut-être le mythe que Google aime le contenu frais et du coup, il faut publier plein de pages très souvent. En fait, pour moi, ça, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous allez sur ce site-là, wordpress.com/activity, vous allez voir qu'il y a 70 millions d'articles qui sont publiés chaque mois sur les blogs WordPress. Et on parle que des blogs WordPress. Tous les mois, il y a 70 millions d'articles. Donc, je pense qu'on peut multiplier cette valeur par 3, par 4, par 5, peut-être par 10. C'est-à-dire que tous les mois, on a des millions, voire peut-être même des milliards de pages qui sont publiées tous les mois. Finalement, il n'y a quand même que 10 résultats dans Google. Parce que la page 2, elle ne sert à rien dans Google. Les gens ne vont pas sur la page 2. Nous, ce qu'on veut, c'est la page 1 de Google. Donc, il n'y a que 10 résultats utiles sur Google. Google, il a clairement assez de contenu comme ça. Il n'a pas besoin d'avoir du nouveau contenu tous les jours et des nouvelles pages à aller scanner. Surtout que, comme on disait tout à l'heure, ça coûte de l'argent de trouver les nouveaux sites, trouver les nouvelles pages, etc. Donc, plein de nouvelles pages, c'est pas ce que veut Google. Ce que Google, il veut,
c'est que vos contenus soient à jour. Et c'est ça qu'on entend par contenu frais. C'est que vos pages, vous les mainteniez à jour. C'est ce qui va lui permettre de donner des bonnes réponses aux utilisateurs. Google, il n'est pas là pour stocker des pages qui parlent, je ne sais pas moi, quand je tape Coupe du Monde, Google, il ne va pas me sortir le résultat de la Coupe du Monde de 1944, j'en sais rien. Il est là pour me sortir ce qui intéresse les gens par rapport à leurs questions. Donc en fait, vous devez mettre à jour vos pages pour que elles continuent de bien se référencer, parce que Google, il n'est pas là pour avoir plein de nouvelles pages tout le temps, il est là pour donner des réponses aux questions des gens, et pour ça, il a besoin de pages qui sont à jour. Donc c'est ça du contenu frais. C'est pas de faire plein de pages toutes les semaines, tous les jours, c'est de maintenir vos pages à jour. Le principe pour mettre cette technique en place, il est extrêmement simple, c'est de tenir à jour vos pages, c'est ce que je disais, ça va renforcer leur position dans Google. Et l'avantage, c'est que c'est évidemment beaucoup moins long de mettre à jour une page que d'en créer une nouvelle. Et vous allez aussi, au final, devenir indétrônable en fait en faisant cette technique. Pourquoi? Parce que si vous êtes résilient et que vous faites cette technique vraiment en permanence, un article qui est mis à jour régulièrement depuis des années, ça va être, comme disent les Anglais, un massive content. C'est une page qui va être énorme, qui va être très puissante, très, très travaillée, très réussie, etc. Tout simplement parce que tous les 6 mois, vous êtes intervenu sur votre page et vous avez amélioré des petits points, etc. Mais au fur et à mesure du temps, votre page elle va devenir excellente. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez rattraper vos concurrents, parce que certains ne vont pas forcément mettre à jour vos pages. Et il y a aussi des personnes qui vont arriver et se dire « je veux me positionner sur ce mot-clé-là », qui vont voir votre page qui va être vraiment très difficile de faire mieux, et vont se dire « moi, c'est même pas la peine, j'essaie même pas d'aller chercher ce mot-clé-là, en fait ». Donc, cette technique-là, ça peut prendre du temps, mais si vous allez régulièrement sur vos pages, vous dire « ok, est-ce qu'elle est à jour, est-ce qu'elle fonctionne toujours ?» Eh bien, vous allez l'améliorer. Les étapes, c'est tout simplement de trouver les pages qui sont déjà bien placées, mais aussi de trouver les pages que vous voudriez voir mieux positionnées dans les moteurs de recherche, et d'aller mettre à jour vos pages. Vous allez vous demander comment est-ce que je peux améliorer ma page pour qu'elle réponde vraiment encore mieux à la question de l'internaute. Qu'est-ce que mes concurrents vont faire mieux que moi? Quelles nouveautés il y a eu ces derniers mois qui mériteraient qu'on parle sur cette page, etc. Tout ce que vous pouvez faire pour que cette page, elle réponde toujours mieux à la question d'internaute. Et je vous invite à vous mettre tout simplement une alerte, et tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous allez vérifier vos pages et vous posez les questions qu'on a dit là. Voilà pour les 3 techniques et les 3 stratégies. Et si vous voulez aller plus loin en termes de référencement naturel, comme je le disais au début et comme Julia l'a dit, j'ai créé la méthode P-Carré. C'est une méthode en vidéo, donc il y a 8 heures de vidéo sans compter les bonus. Le but, c'est que vous puissiez vous former en autonomie, mais que vous soyez aussi accompagné. Donc, c'est pour ça qu'il y a un forum avec vos questions. Vous pouvez vous entraider entre vous, mais moi, je réponds aussi à toutes les questions qui sont posées dans le forum. Et il y a des exercices de mise en application pour que ce que vous appreniez ne reste pas juste de la théorie, que ça devienne aussi de la pratique que vous allez appliquer sur vos clients, sur vos produits, sur votre site, etc. Il y a 3 étapes dans cette méthode. Je vais aller très vite sur ça pour terminer et arriver aux questions. Il y a 3 étapes sur cette méthode. C'est 1, la planification. On est là pour vraiment vous faire gagner du temps au départ et ne pas aller chercher des idées de mots-clés qui sont mauvaises. Donc, le but, c'est de trouver des bonnes idées de mots-clés, de bien comprendre les questions des internautes. Et ça, vous avez vu combien j'ai insisté dessus, c'est vraiment très important. Et de définir les meilleurs mots-clés pour vous. Encore une fois, le mot-clé, c'est un point de départ, mais derrière, on a besoin de trouver la question de l'internaute et de savoir comment y répondre, etc. Et donc, la première étape de cette méthode, c'est vraiment vous mettre dans la tête de votre client pour gagner un maximum de temps et pas aller chercher des choses qui servent à rien. Deuxième étape, c'est la pertinence. Là, on va vraiment séduire vos utilisateurs et Google. Je l'ai dit dans cet ordre-là volontairement. On se concentre sur votre client et c'est Google qui va suivre parce qu'on répond à ses questions, aux questions du client. On va voir ce que vos pages vont devoir contenir. On va voir comment vous allez pouvoir organiser les informations que vous collectez pour justement, donc on va définir ce que vos pages ont besoin de contenir et comment ces éléments que vous avez collectés, on va les organiser pour faire une page qui va vraiment être top. Et vous avez aussi les astuces que je partage qui vont vous permettre de rendre des pages vraiment ultra pertinentes. Et enfin, troisième étape, la popularité. Donc les 2 piliers sur lesquels je vous invite vraiment à vous concentrer, pertinence et popularité. L'expertise qu'on a mise sur votre site, on va la mettre en avant auprès d'autres sites, auprès de votre audience, mais qui ne connaît pas encore votre site, en fait. Enfin, auprès des prospects qui ne sont pas encore dans votre audience. Je vais vous partager 4 méthodes pour gagner des liens qui sont vraiment d'excellente qualité. Comment vous allez trouver vos cibles et comment vous allez les contacter pour maximiser vos résultats et avoir un maximum de personnes qui vous répondent et qui vous disent « Ok, on fait un partenariat, on va parler de toi ».
Ça, c'était pour ma méthode. Et pour vous remercier d'être venu à ce webinaire et en partenariat avec Dauphinder, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une réduction sur la méthode. Donc, vous pouvez avoir 40% de réduction sur la méthode si vous rejoignez la formation avant le 18 juin. Julia, je ne sais pas le 18 juin, quand est-ce? C'est vendredi de la semaine prochaine, je pense. C'est vendredi de la semaine prochaine, effectivement. Voilà. Donc, ça vous laisse un tout petit peu plus d'une semaine pour prendre votre décision. Vous pouvez avoir, du coup, la formation, elle coûte 1 200 € hors TTC habituellement. Et là, du coup, vous pouvez l'avoir à 720 € avec la possibilité de payer en 3 fois. Et si vous payez en une fois, je rajoute une remise de 120 € supplémentaire. Et pour ça, vous avez le lien ici. Je ne sais pas si, Julien, on peut le mettre. Je peux peut-être le copier dans le chat si ça intéresse. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Vous allez sur ce lien, vous allez pouvoir, vous allez avoir le bon de commande et la réduction va être directement appliquée. Vous choisissez simplement si vous voulez payer en 3 fois ou en une fois. Voilà, je bois un petit peu et je suis tout à vous pour les questions. Alors, merci beaucoup Olivier. Il y a eu pas mal de questions. Je ne sais pas si tu as pu voir pendant ta présentation qui était super et pour laquelle on a beaucoup appris. Je te laisse. Tu veux répondre? Tu veux que je te lise quelques questions? C'est bon, tu les as, non? Je te laisse. Je vais remonter dans le chat, tout simplement. Je vais les reprendre. Sinon, il y a un onglet aussi questions et tu peux voir pas mal de questions là aussi. D'accord. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est que je vais regarder les questions et si jamais je ne réponds pas à votre question, n'hésitez pas à la reposer. Mais je vais faire les deux, le chat et les questions. Donc, je vais commencer par les questions. Une page qui a une très... Donc, c'est Philippe qui pose la question. Une page qui a une très forte progression entraîne-t-elle à la hausse l'ensemble du site? Alors, pas en termes de progression. C'est-à-dire que si ta page, elle monte très vite, ça ne veut pas dire que ça va impacter positivement le site, ni négativement. Par contre, une page qui est très bien positionnée, en fait, ça montre à Google que, en tout cas sur le sujet de cette page-là, tu es plutôt bon. Donc, il peut plus faire confiance en ton site. Ton site est plus pertinent déjà sur ce sujet-là. Et plus tu as de pages comme ça qui vont être pertinentes sur le sujet qu'elle traite, plus Google va comprendre que ton site il est plutôt pertinent sur le sujet global que tu traites à chaque fois, en fait, toi. Donc, l'idée, c'est pas forcément une question de progression, mais c'est une question de se dire, si j'ai pas mal de pages qui sont bien positionnées, mon site, il va avoir une certaine pertinence sur le sujet. Comme je disais tout à l'heure, le site L'Expert Comptable parle beaucoup de comptabilité, etc. Il a des pages qui sont bien faites sur pas mal de pages sur la comptabilité. Donc, c'est normal aussi qu'il lui accorde un bonus quand on va parler de TVA, en fait, tout simplement. Alors, hop. Qu'utilisez-vous comme logiciel de mind map? Bonne question, c'est Xmind. X-M-I-N-D, tout simplement. Renaud, donc dans le Fresh Content, la mise à jour de fiches produits rentre-t-elle dedans? Genre sur WooCommerce, par exemple. Oui, en fait, peu importe la page. C'est-à-dire que ta page, je sais pas si tu vends... je vais prendre l'iPhone, je prends souvent l'iPhone comme exemple, mais c'est pas toujours le meilleur, mais si tu prends l'iPhone, il y a plein d'actu sur l'iPhone, en fait. Et peut-être que voilà, on a détecté un nouveau bug sur l'iPhone, etc. Et que toi, sur ta fiche produit, ça peut être intéressant de dire non, mais c'est bon, là, c'est l'iPhone, quand vous allez recevoir, peut-être avec la dernière version, alors, il y a un peu n'importe quoi, je ne suis pas expert iPhone, mais avec la dernière version, vous n'aurez pas ce fameux bug, tu vois. Donc ça peut être intéressant de mettre à jour ta fiche produit par rapport à tout ça. Alors, je vois que les questions, je vais peut-être les prendre dans l'autre sens, parce que du coup, j'ai l'impression de répondre aux toutes dernières questions, alors que je vais oublier les premières. Alors, ok. Je vois Emeline. Est-ce que ça veut dire que Google comprend les images pour 4 pieds? Alors, est-ce que Google comprend les images pour 4 pieds, les images en termes de chaises de cuisine? Google travaille beaucoup sur la compréhension des images. Ils ont un outil, je ne me rappelle plus le nom, qui te permet de mettre une image et Google va te dire ce que c'est en texte. Si tu mets un chien, il va te trouver un chien. Si tu mets un chat, il va te trouver un chat, il est plutôt bon. Maintenant, est-ce que de là à dire qu'il comprend parfaitement les images, bon, je ne saurais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il comprend que le site, il fonctionne pour les utilisateurs, tu vois. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, Google, il a plein de façons de mesurer le comportement des utilisateurs. Il a Google Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé. Il a Google Analytics, c'est le système de statistiques le plus utilisé. Il a plein de choses. Il a sur ton téléphone, Android, c'est Google. Donc, il a plein de choses pour mesurer
comment les gens se comportent sur un site internet et savoir si ça marche ou ça marche pas en fait. Et sur un site e-commerce, c'est pas trop compliqué d'arriver sur une catégorie de produits et de voir si les gens cliquent sur les fiches produits. Donc Google, il y a plein de façons de voir si une page fonctionne ou pas. Et du coup, sur la fiche produit, sur la page catégorie de 4 pieds, il y a de grandes chances que les gens vont plus loin que sur la fiche de la page catégorie de but, parce que sur la page catégorie de but, il y a pratiquement aucun produit qui m'intéresse, tu vois. Donc, encore une fois, il y a la question de popularité qui rentre en jeu derrière, mais en effet, est-ce que Google comprend les images? Peut-être pas, mais il comprend le comportement des utilisateurs, en tout cas. Arnaud, n'hésitez pas, hein, si ça ne répond pas bien à votre question, n'hésitez pas à la reposer, je reviendrai dessus sans problème. La popularité se limite-t-elle au backlink ou est-ce que le trafic d'un site influence aussi la note de popularité? Alors, c'est toujours pareil, hein, il y a les déclarations Google, il y a les tests que font les SEO. Il n'y a jamais de réponse qui est 100% sûre en termes de référence naturelle, mais Google se défend de dire que le trafic d'un site joue sur la popularité. Je suis plutôt d'accord là-dessus, pour le coup, parce que je ne vois pas trop en quoi c'est vraiment... Disons que si c'est... En fait, tu vois, c'est un peu biaisé, parce que si c'est Google qui te positionne bien dans ses résultats, du coup, ton trafic augmente, du coup, ta popularité augmente, du coup, ton référencement augmente, mais c'est Google qui a joué le rôle, en fait, dans le truc. Donc, c'est un peu compliqué. À côté de ça, si tu as du trafic parce que tu fais beaucoup de publicité, est-ce que ça veut dire que tu es vraiment populaire? Tu vois, un peu compliqué. Donc, à mon sens, non, je ne pense pas que le trafic d'un site influence sur la popularité. Quelle est l'extension utilisée pour le domaine rank? Ce n'est pas une extension, c'est un outil. Alors oui, c'est une extension, c'est une extension Word Chrome, mais l'outil, c'est Ahrefs, Ahrefs, et il y a une barre d'outils que tu peux mettre sur ton navigateur une fois que tu es abonné à Ahrefs pour avoir ces différentes infos que j'ai montrées. Philippe, que pensez-vous de l'achat de liens via des plateformes dédiées? Écoute, j'ai un avis assez tranché là-dessus, je déteste ça. Bon, après, c'est mon avis, il y a plein de référenceurs ont des avis différents sur le sujet. Moi, j'arrive pas à trouver des plateformes de liens, pourtant j'en ai étudié beaucoup, pourtant j'ai vu avec eux, etc. Mais j'arrive pas à trouver des plateformes de liens qui sont capables de me vendre des liens qui pour moi sont de qualité, où je vais avoir mon audience, etc. Pour moi, c'est toujours des liens pour manipuler Google. Et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, dans quelle mesure ça marche? Moi, j'ai envie de te dire que ça marche de moins en moins, mais c'est mon avis. Évidemment, ceux qui vendent des liens vont me dire que ça marche très bien. Mais à mon sens, là où il ne peut pas y avoir d'avis divergents, c'est que si on arnaque Google, il y a un moment donné, ça finira mal. Et donc, si on est là pour manipuler son algorithme avec des liens et acheter des liens sur des sites qui sont là juste pour vendre des liens et qui n'ont pas d'audience, qui n'ont pas de trucs comme ça, à mon sens, ça finit mal. Emeline, que faire quand la réponse à un backlink qu'on demande, c'est oui, mais j'en veux bien un aussi en retour. Alors, donc ça, ce que tu dis, c'est OK, tu t'as demandé un lien et la personne dit je veux bien, mais OK, par contre, tu fais un lien sur mon site. C'est ce qu'on appelle des échanges de liens, en fait, et Google est complètement capable de le voir. C'est pas pénalisant. Google, il est OK avec ça. Par contre, en effet, ton lien, il a beaucoup moins d'impact parce que Google a bien vu qu'il y en a un qui a voté pour toi et toi, tu as voté pour lui. Donc, bon, du coup, ça s'équilibre un peu et le lien est beaucoup moins puissant. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est, en fait, éventuellement proposer complètement autre chose, tu vois. Et l'idée, en fait, quand tu fais un partenariat, c'est d'imaginer une espèce de balance où finalement, tu en donnes beaucoup plus à l'autre que ce que toi, tu vas gagner. Comme ça, tu as beaucoup plus de chances que la personne elle dise oui. Mais sinon, après, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai tout un process pour rédiger des articles invités. Et en fait, je sais que je rédige des articles invités très régulièrement. Et en fait, ce que je vais proposer, c'est je vais dire, écoute, moi, je rédige des articles invités très régulièrement. Ce que je peux faire, c'est je peux parler de toi dans un prochain article invité qui ne sera pas publié sur mon blog, mais qui sera publié sur un autre site. Ce qui fait que toi, tu fais un lien vers moi et moi, je ferai un lien vers toi, mais depuis un autre site, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus OK. Et Google, il va pas considérer que c'est un échange de liens parce que justement, c'est pas un échange de liens entre les deux mêmes sites, en fait, tout simplement. Donc, Philippe, j'ai déjà répondu. Ça, j'ai déjà répondu. Gilles, ok, Gilles, cool, je sais que tu me suis sur ma newsletter. Je comprends pas comment être référencé sur Google. Exemple, en mettant ampli occasion, est-ce que je dois faire comme une fiche produit? Voilà, ce serait trop long de répondre à ta question, Gilles. Il faut étudier la question. Il faut voir ce qui se passe derrière ampli occasion. Quand tu tapes ampli occasion, il faut regarder ce qui sort comme résultat.
essayer de comprendre ce que Google, on l'a vu avec l'histoire du cheval, etc. Il comprend très très bien les questions des internautes. Donc moi, ce que je t'invite à faire pour comprendre ce que tu dois faire derrière pour être bien positionné sur un mot-clé, c'est encore une fois comprendre la question d'internaute. Et pour comprendre la question d'internaute, tu étudies les résultats de Google. Tu regardes ce que Google affiche, tu regardes les pages, tu vas les étudier, tu vas voir de quoi il parle dedans, c'est quoi le service qu'elle propose. Est-ce que c'est répondre à des questions? Est-ce que c'est acheter le produit? Est-ce que c'est choisir un produit parmi une liste de produits, etc. Il y a toutes ces infos-là que tu essaies de récolter. Tu regardes les 10 résultats. Parfois, il y a un petit peu ça peut être un peu compliqué des fois parce que tu peux avoir quelques questions qui se mélangent entre elles. Mais justement, l'idée, c'est bien étudier ça. Et puis, derrière, ça va te permettre de comprendre, OK, les gens veulent acheter un produit, les gens veulent acheter ce produit en particulier, du coup, c'est une fiche produit. Ou alors, les gens veulent acheter un produit, mais ils ont encore besoin de le choisir, c'est peut-être une catégorie. Les gens ont besoin de conseils, les gens ont besoin de comparer. Tu fais un article, un comparatif, etc., etc. C'est comme ça que tu vas savoir quelle page tu mets derrière. Ok, et là j'ai rebonjour. Est-il meilleur selon vous d'utiliser des fonctionnalités VPN pour être mieux référencé internationalement? Moi j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a ton client dans la problématique que tu m'exposes là? Ou est-ce que tu penses que à Google? Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Pour moi là, je pense que tu as oublié ton client dans l'histoire et que du coup, ça va pas forcément. Si tu as oublié ton client dans l'histoire, c'est sans doute que tu essaies d'arnaquer Google et sans doute que ça va pas finir bien. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Donc, ma réponse serait plutôt non, pour répondre à ta question. Et je vais regarder dans le chat si j'ai oublié des questions. N'hésite pas, Julien, si tu vois que j'ai oublié des questions dans l'onglet questions. Mathilde, tu dis comment définir les questions que les internautes se posent. Comme je disais, étudier les résultats de Google. Google, il est très bon pour ça. Tu vas ouvrir toutes les pages, les 10 premières pages qui s'affichent sur le mot-clé qui t'intéresse. Et puis, tu regardes de quoi elles parlent, quels services elles offrent, etc. Ok, ça, j'ai déjà répondu. Alors, si vous mettez... Comment éviter... Alors, Arnaud me dit comment éviter les mauvais backlinks nuisibles à la popularité de notre site. C'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu sur l'achat de liens. En fait, c'est quand tu vas chercher des liens, demande-toi si si le site sur lequel tu vas chercher ton lien, c'est un site qui est visité par ton audience, un site qui va un lien qui risque d'être cliqué par ton audience, encore une fois. Et globalement, est-ce que toi, tu aimerais qu'on parle de toi sur ce site-là? Alors, dans ma formation, je donne beaucoup plus d'infos pour savoir quels sont les bons sites, etc., etc. Mais si tu te poses ces 3 questions, tu vas déjà éviter les mauvais sites. C'est-à-dire qu'en gros, si déjà tu te dis, le site, il est moche, les sujets, c'est un peu tout n'importe quoi, j'ai pas envie qu'on parle de moi ici, ok, déjà, tu peux l'enlever. Si tu te dis, ok, je peux avoir un lien ici, mais mon audience, je suis pas sûr qu'elle le visite, je vois pas trop ce qu'elle ferait sur ce site-là, c'est pareil, ça sert à rien d'aller voir un lien ici. Donc, pose-toi ces questions-là et ça va vraiment t'aider à éviter les mauvais sites. Et après, toujours avoir ton client en tête quand tu fais du référencement naturel. Alors, je vois, il y a une discussion. Ouais, Alexandre a posé une question. Alexandre Costa. Je ne sais pas si tu as vu ou non. Dis-moi, c'est quoi la question? Hello, moi j'ai une question assez complexe. Aujourd'hui, je suis numéro 1 en SEO dans mon secteur. Mon site est optimisé, le tunnel simple, mais j'ai un taux de conversion de 0,70%. C'est dur. Ok. C'est Arnaud, tu m'as dit? Alexandre. Alexandre. Et Mehdi lui pose la question, quel est ton secteur d'activité? Que je poserai aussi comme question parce qu'en fait, ça peut dépendre. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Alexandre, attention, moi j'ai constaté ce problème-là sur PrestaShop. Déjà, c'est que PrestaShop, si tu regardes les statistiques de PrestaShop et que tu regardes le nombre de visiteurs, il ne te donne pas la bonne information. Et du coup, ton taux de conversion, il est totalement faux. Quand je te dis totalement faux, la statistique que PrestaShop te donne, c'est du x10, x30 sur ton nombre de visites. Donc, regarde tes statistiques par rapport à tes statistiques de visite par rapport à Google Analytics. Et peut-être que du coup, ton taux de conversion, il est carrément bon. C'est vachement important parce que si tu travailles ton taux de conversion alors que c'est pas lui qui est le problème, là, c'est problématique. Donc, première chose, en fait, c'est être sûr que tes statistiques, elles sont à peu près justes. Donc, regarde plutôt Google Analytics. Et après, en effet, c'est surtout voir comment tu attires les gens.
Et tu me dis, bon, si tu dis que le tunnel de conversion il est plutôt simple, c'est pas le tunnel, a priori, à revérifier bien sûr. Et sinon, voir comment tu attires les gens. Est-ce que les mots-clés sur lesquels tu attires les gens, c'est vraiment les mots-clés où les gens ont envie d'acheter ou pas? Ou voilà, qu'est-ce qui fait? Et puis derrière, est-ce que tes concurrents, ils n'ont pas un avantage que toi, tu n'as vraiment pas et qui du coup, t'écrase par rapport à eux? Si tu es 2 fois plus cher que tes concurrents pour le même service, les visiteurs ils vont venir sur ton site, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que quand quelqu'un a cliqué sur votre site, il sait qu'il a eu 9 autres possibilités avant. Il a cliqué sur votre site, mais ça veut dire qu'il a éliminé 9 autres sites avant. Et qu'au moindre truc qui le dérange, il peut revenir en arrière et aller cliquer sur un autre. Donc s'il arrive sur ton site et qu'il se dit ça me paraît un peu cher, je vais aller voir les concurrents, et qu'en effet les concurrents sont beaucoup moins chers que toi, tu ne feras pas de magie non plus en fait. Tu vois. Donc pose-toi la question, j'ai parlé du prix, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être d'autres avantages concurrentiels que tes concurrents ont et qui vraiment sont vraiment au-dessus de toi. Là, dans ce cas, il faut essayer de réduire cet écart entre tes concurrents en termes de concurrence. Donc, du coup, pour étudier le truc, c'est vérifier tes stats, que tu as vraiment les bonnes stats en termes de visite, et puis étudie tes concurrents et regarde si les mots-clés sur lesquels tu attires les gens, c'est les bons mots-clés en fait. Alors, hop. Tac. Je regarde si j'en vois d'autres. Je crois qu'a priori, je crois que tu as répondu à pas mal de questions d'ores et déjà. Je vois aussi quels sont les plugins SEO à ajouter à votre navigateur. Il y en a plein que tu peux ajouter, mais moi, comme j'utilise Ahref et ils ont un très bon plugin, j'utilise pratiquement que celui-là. Et là, tu es un peu dans la technique hein, quand même, Mathilde, quand tu fais ça. Je vois Shalita qui me dit comment diminuer le taux de rebond de mon site. Attention, le taux de rebond, ça ne va pas toujours dire grand-chose. Hein. Typiquement, ça dépend des pages. Si tu es sur une page catégorie, l'objectif de la personne derrière, ça va être de cliquer sur un produit et d'aller sur une fiche produit. Donc là, tu n'es pas censé avoir un gros taux de rebond. Par contre, sur un article de blog, c'est complètement OK d'avoir un taux de rebond fort parce que la personne, elle a posé une question, tu lui as répondu dans l'article, c'est bon, elle n'est pas obligée d'aller plus loin avec toi dans l'histoire. Et du coup, ton taux de rebond, il est élevé en fait. Donc, le taux de rebond, il ne veut pas forcément dire grand-chose. Et un taux de rebond élevé, parfois, ça peut presque être un bon signe en fait. Tu vois. Donc, réduire ton taux de rebond, il faut déjà identifier si ton taux de rebond est un mauvais taux de rebond, en fait, avant de le réduire. Et après, si tu veux réduire ton taux de rebond, c'est comprendre. On revient toujours au même problème, à la question d'internaute. Est-ce que tu y réponds? Si tu y réponds, et que derrière, il y a une action qui est autre que c'est bon, j'ai eu ma réponse et j'ai pas besoin d'aller plus loin, je m'en vais. Si l'action derrière, c'est j'achète le produit, etc., eh bien, si tu réponds à la question, normalement, ton taux de rebond n'est pas trop élevé. Ok, est-ce que tu veux que je continue à répondre aux questions, Julia? Parce que je vois qu'il y en a encore. Comme vous voulez, sinon, comme tu veux, Olivier, sinon on peut. Enfin, là, les 2 dernières questions de Pauline et de Mathilde, si tu veux, et comme ça, après, Alors, attends, elles sont où les deux déjà? Pauline, existe-t-il un plugin gratuit qui surligne notre site dans les résultats Google afin de le trouver plus rapidement lorsque je cherche mon site dans les résultats Google? Non, j'en connais pas. J'en connais pas. Et Mathilde, que pensez-vous de SEMrush? Ah bah, c'est très bien, très bien. Moi, je préfère utiliser Ahref parce que quand j'avais comparé, je trouvais les données un peu mieux. Maintenant, j'utilise l'outil depuis très longtemps et je pense que ce conseil-là, je peux plus vraiment le donner parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir SEMrush, donc ce serait pas forcément juste. Les deux sont très bons. Après, moi, j'utilise Ahref et c'est l'outil que j'utilise dans ma formation. Mais Ahref et SEMrush, c'est vraiment les deux leaders, ils sont très puissants tous les deux. Ok, et Émilie qui pose, conseillerez-vous à un e-commerçant de favoriser la création de pages sur mesure ou plutôt de préférer l'optimisation de ses fiches articles directement? Alors attends, tu me dis, elle est dans le chat cette question? Oui. De favoriser la création de pages sur mesure ou plutôt de préférer l'optimisation de ses fiches articles directement. Ça dépend ce que tu appelles création de pages sur mesure. Elle est en train de... Ouais, en fait, ça va vraiment dépendre de comment tu veux répondre à la question de l'internaute. En fait,
Comment je vais répondre à ça? L'internaute, il se pose pas, le client, Google et ton client se pose pas la question de comment tu fais les pages, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse. Encore une fois. J'insiste vraiment dessus, hein, mais c'est super important. Ils veulent une réponse et comment tu le fais, peu importe. Si tu penses que toi, utiliser tes fiches produits actuelles et juste les optimiser, ça suffit pas pour répondre à la question internaute, ok, essaie de faire des pages où tu as vraiment plus la main et que tu fais du sur-mesure, tu vois. Mais c'est pas une question de est-ce que le sur-mesure est mieux que la fiche produit optimisée, tu vois. Là encore, on est plus dans la technique et on est encore un peu en train d'oublier le client. On est plus centré sur soi et sur nos capacités que sur ce que veut le client. Il faut te concentrer sur ce que veut le client. Et après, quand tu as compris ce que veut le client, à toi de mettre en place ce que tu as besoin pour y répondre. Tu vois, et si c'est du sur-mesure, il faut faire du sur-mesure. Et tu vois, dans certains cas, certaines fiches produits, il n'y aura pas besoin de faire sur-mesure et dans d'autres, il y aura besoin. Tu vois. J'ai des membres dans mon programme qui, en effet, ont fait des fiches produits de fous furieux parce que la concurrence le demandait et parce que le client il a besoin de quelque chose de très clair. Et il y en a d'autres où les fiches produits, ça fonctionne très bien avec le truc ultra classique de la fiche produit bien agencée, mais sans plus. Tu vois. Donc, encore une fois, il n'y a pas de sur-mesure ou fiche produit classique, ça marche. C'est encore une fois, qu'est-ce que moi je dois mettre en place pour répondre mieux que mes concurrents à la question de l'internaute. Bon, ben parfait. Moi, je pense qu'avec ça, on peut remercier tout le monde. À toi, Olivier, pour cette présentation. À vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Si ça vous intéresse, de toute façon, vous pouvez nous écrire directement à marketing@dofinder.com. On passera les informations à Olivier, ou vous écrivez à Olivier aussi directement, bien évidemment. Et vraiment, merci à tous d'être venus, d'avoir participé à ce webinaire. C'était vraiment très intéressant. Olivier, à bientôt. Merci Julia, merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi passer sur mon site, me les poser, soit passer par Dauphinder, soit passer par mon site. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller checker l'offre que je vous ai fait. Et je ne sais pas si, Julia, on pourra remettre peut-être le lien quelque part ou le partager pendant le replay. Oui, enfin, je regarderai ça, mais on va faire un replay sur YouTube, je pense, normalement. De toute façon, et pour le lien, on regarde ça. D'accord ? Sinon, vous m'envoyez un email et puis on descend. Ouais, on regarde. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.